exercice du chef de l'État. Nous sommes encore avec nos invités. Nous avons entendu un peu plus d'une heure. L'effort était nécessaire, les questions étaient importantes. Alors, monsieur, rebonsoir encore une fois. Vous avez entendu le chef de l'État, on l'a suivi ensemble. Marcellin Somé, comment est-ce que vous avez trouvé le président du FASO dans cet exercice-là, dans l'ensemble? Oui, merci. Appréciation d'ensemble, je trouve que la formule déjà en fait utilisée pour échanger à bâton rompu est bien. Les questions ont été spontanément posées et discutées, c'est bien. Malheureusement, il y a des points quand même assez fondamentaux sur lesquels le chef de l'État était attendu. Mais comme il ne s'agit pas d'un discours bilan, on ne peut pas trop lui en tenir rigueur parce que c'était plus justement un débat en fait qui a été tenu. Mais bon, le ton utilisé déjà, je crois que allant dans le sens de l'apaisement du front social qui est ouvert actuellement, ça pourra, en tout cas, je crois, avoir un effet peut-être bénéfique dans les meilleurs délais pour un dialogue social franc qui va permettre au moins d'amorcer ou de reprendre en tout cas quelques éléments qui vont permettre une reprise réelle en fait du pays. Alors, nous allons revenir sur les quelques points que vous pensez critiques. Ousseini Tamboura, comment vous avez trouvé le président du FASO? Oui, je l'ai trouvé tout à fait prêt à répondre aux questions. J'ai particulièrement apprécié, donc, comme je le disais tantôt dans la première partie de notre émission, cette capacité à être accessible. Il s'agit ici de retenir cela. Les réponses ont été, de mon point de vue, vraies, dans beaucoup d'humilité, concernant surtout le front syndical, parce que je note qu'il y a surtout ici un désir du chef de l'État que les discussions reprennent. Il a appelé les syndicats à lever le mot d'ordre de grève et il a réaffirmé, sinon donné instruction au gouvernement en tout cas, de pouvoir garder le cap de la discussion. Et je pense que c'est ce qu'on attend aussi d'un chef d'État. Tirant aussi de cet exercice, on a quelques orientations qui sont très intéressantes pour les politiques. Et je pense que ça aussi, de ce point de vue, c'est un exercice qui est excellent pour moi. Parce que j'ai pu noter sur certains points où vraiment on voit le cap qui est donné. Donc je pense qu'il s'agit de rester dans l'atteinte de ce cap. La question de la justice, j'ai bien aimé en disant bon, il faut qu'elle se réhabilite. Elle a tous les moyens aujourd'hui pour se réhabiliter. Il faut qu'elle aille, il faut qu'elle vide les dossiers, qu'elle cesse de reporter les procès, parce que sans ça, on ne peut pas aller à une autre étape politique de réconciliation. Je pense que ça, c'est très intéressant. J'ai noté aussi depuis hier, d'ailleurs, je pense qu'il faut mettre tout ça ensemble pour apprécier cette prestation du chef de l'État de dialoguer, et de savoir, par exemple, qu'on est dans des réformes pour faire élire les maires maintenant par le suffrage direct. C'est important à savoir, désormais, pour régler toutes les questions d'instabilité dans nos communes. De savoir qu'on est là au référendum, de savoir qu'on va tenir le cap de l'élection de Burkinabé de l'étranger. Parce que vous savez, si le chef de l'État qui est l'ultime autorité sur des sujets comme ça ne s'exprime pas, vous avez beaucoup de chapelles politiques qui polémiquent avec les réseaux sociaux, vous savez. Mais là, on a le cap qu'on ira aux élections en 2020 avec les Burkinabés de l'étranger. Le président a naturellement aussi donné un signal politique sur sa volonté à continuer. Mais il a appelé surtout les Burkinabés aussi à changer aussi. C'est vrai, il demande le changement, mais il y a un effort de changer soi-même. Il a promis, en tout cas après ces 2 ans, j'allais dire de sensibilisation, peut-être de compréhension, que la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Donc, quand on écoute un président de la République, un président du FASO, en fait, on voudrait s'enrichir d'un certain nombre de convictions. Et c'est pour cela que je pense que l'exercice est vraiment excellent. Et comme je dis, je me prononce rarement sur les formes d'exercice parce que c'est pas mon rôle. Mais en tout cas, je crois qu'on peut féliciter aussi les journalistes qui avaient de très bonnes questions et surtout les relances qui laissaient entrevoir effectivement qu'il n'y avait pas de questions taboues. De ce point de vue, c'est un excellent exercice. Diallo Moussa, est-ce que les réponses du chef de l'État en ce qui concerne le front social, vous, en tant que représentant de la CGTB, est-ce que ça vous donne une satisfaction? Non, justement, j'ai entendu le chef de l'État dire que le dialogue social était la priorité du gouvernement. Mais nous, au niveau des syndicats, nous avons plutôt l'impression que c'est un slogan creux.
C'est un slogan qui est ressassé chaque fois, mais qui n'a pas de contenu. Si vous me permettez, je voudrais juste donner quelques éléments. Allez-y. Le premier élément de ce qu'on appelle le dialogue social, c'est l'exigence de crédibilité des acteurs en discussion. Il se trouve que dans notre pays, on discute et on ne se fait pas confiance. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui sont en face, pendant que vous discutez, sortent pour faire une conférence de presse, pour faire le point de discussion, alors que vous-même qui êtes avec eux, vous ne vous êtes pas entendu sur ce qu'on appelle les acquis. Pardon. Je prends des exemples sur ce point-là. Quand nous étions en grève au niveau de l'éducation nationale, nous avons vu le gouvernement qui est sorti faire un point. Et les syndicats ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas dans ce point. Deuxièmement, au niveau du MINFID, j'ai suivi récemment, c'est la même procédure qui a été utilisée. On sort, on fait un point, sans qu'on ne se soit entendu véritablement avec les acteurs en face. Ce qui fait croire que c'est du dilatoire. Le gouvernement fait semblant de dialoguer, il veut juste gagner l'opinion avec lui pour discréditer les acteurs d'en face. Et ça, ce n'est pas une bonne manière, justement, de faire du dialogue social. L'autre élément, c'est la sincérité même des acteurs. La sincérité des acteurs consiste justement à ce que chacun vienne avec une ferme volonté de trouver une solution aux problèmes posés. Mais, pour revenir sur ce qui s'est passé dernièrement au MINFID. Et tu continues d'ailleurs. Oui, mais juste un seul élément. Le dialogue était pratiquement rompu avec la ministre. Et des sit-ins étaient en vue de façon discontinue. Le médiateur du FASO s'est saisi du dossier. Il y a négociation. Le gouvernement sort pour faire un point de presse pour dire qu'il y a 5 points sur 7 qui ont été résolus. Les syndicats ont dit non, on ne sait pas de quoi vous parlez. Ensuite, quand il s'est agi justement d'aller faire le point, la synthèse avec le médiateur du FASO, les syndicats et les journalistes sont partis attendre en vain le gouvernement. Et c'est ça qu'on appelle faire du dialogue social une priorité. Ensuite, l'autre élément... Pardon de vous interrompre, mais j'étais effectivement, on parlait des journalistes, j'étais vraiment à cette rencontre-là. Oui. Il faut dire que l'atmosphère autour de cette rencontre n'était pas aussi rassurante pour que le ministre de l'économie et des finances puisse venir. Peut-être c'est ce qui a expliqué cela. Bon. Quelle était l'atmosphère? Moi, je n'y étais pas. Moi, j'y étais. Okay. Mais poursuivez. L'autre aspect important, c'est le respect du partenaire. Nous avons souvent constaté que l'autorité vient discuter en tant qu'autorité et non plus en tant que partenaire. Vous savez, du point de vue du BIT, le dialogue social requiert ce qu'on appelle l'égalité des partenaires en discussion. Si vous venez en tant qu'autorité pour discuter avec votre employé, il n'y a plus de dialogue en fait. On vient donner des ordres. Mais je voudrais prendre un exemple précis à l'appui. La première rencontre que nous avons eue avec le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, il nous a dit que nous étions manipulés. Le mouvement, l'unité d'action syndicale était obligé d'écrire pour répondre au Premier ministre qui s'est senti à son temps obligé de revenir pour s'excuser. Je pense que ce sont des éléments concrets qui montrent qu'on prône le dialogue social, mais son contenu là n'est pas maîtrisé. Et pour en finir, les engagements pris. Qu'est-ce qu'on fait des engagements pris? On ne les met pas en œuvre. Quand vous regardez la récurrence des grèves, vous regardez les objets des grèves là, ce sont les mêmes objets. C'est pour demander d'appliquer les engagements pris. Et il y a certains cas même qui m'ont typiquement touché. Par exemple, les inspecteurs et contrôleurs du travail. Ils sont allés en grève pour demander à notre gouvernement d'appliquer un décret pris par le gouvernement lui-même qui leur octroyait des avantages en nature. Quand le décret a été pris, et pour opérationnaliser le décret, ils ont dû encore aller en grève pour demander cela. Et des grèves qui ont duré plus de 2 semaines. Au MICA, un décret a été pris en 2003 pour instituer ce qu'ils appellent un fonds de vérification des prix pour motiver et équiper le ministère. Ce décret existait, il n'était pas appliqué, il a fallu que les agents aillent en grève pour qu'on l'applique.
il y a eu un protocole d'accord qui a été signé. Pour que ce soit appliqué, il a fallu que les travailleurs aillent encore en grève. Vous voyez comment ça se passe. Donc, et pour finir, sur le dialogue social, je dis que c'est un slogan creux parce qu'il y a un autre aspect important que le gouvernement ne perçoit pas. L'OIT recommande par exemple que le dialogue social soit utilisé de façon préventive. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, c'est à cette étape qu'il est important justement, de mener le dialogue. Parce que les esprits sont calmes. Il y a vraiment objet à discuter. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Quand je vous décris la procédure pour aller en grève, vous élaborez votre plateforme, vous adressez à l'autorité compétente, qui la reçoit, qui ne réagit pas. Vous relancez l'autorité compétente par une lettre pour demander une audience, qui ne répond pas. Et vous déposez un préavis qui doit prendre au moins 2 semaines, il n'y a pas de réaction. C'est quand vous êtes en grève qu'on cherche à résoudre, dit-on par le dialogue, le problème qui a été posé depuis longtemps. Alors, et là, c'est ça qui fait que c'est inefficace, parce que quand vous êtes déjà dans le rapport des forces, tous ceux qui réfléchissent sur la question du dialogue social le savent, vous êtes dans la logique du rapport des forces là, c'est le plus fort qui va imposer sa volonté. Voilà. Et je pense qu'en réalité, souvent, quand le gouvernement n'arrive pas à respecter ses engagements, c'est lié en partie à cela. C'est-à-dire que si c'est le rapport de force qui vous oblige à signer des engagements, vous aurez des difficultés à les respecter. Tout à fait. Voilà, vous parlez de crédibilité des acteurs, notamment vous mettez en doute la crédibilité du gouvernement, et de crédibilité et de sincérité. Voilà, cela pose des problèmes à une réponse que le chef de l'État a donnée par rapport à la conférence sur les salaires. À une question d'un des journalistes qui demandait pourquoi est-ce que les salaires des magistrats n'ont pas été touchés par la conférence sur la rémunération des salaires des agents de la fonction publique de l'État. Le chef de l'État a répondu que le gouvernement avait mis en application une décision prise sous la transition. C'est la réponse du chef de l'État. Ce qu'on remarque, c'est que l'augmentation des fonds communs au ministère de l'économie et des finances a été décidée par ce gouvernement lui-même en 2016. Et c'est ce gouvernement même qui revient sur sa propre décision. Alors, professeur Stanislas Waro, comment se fait-il que ce gouvernement-là est capable de revenir sur sa propre décision et ne soit pas capable de revenir sur une décision prise en 2015? Ça pose là le problème de la crédibilité du gouvernement aussi. Bon, je voudrais dire que déjà, peut-être apprécier donc l'intervention du chef de l'État, dit qu'il est resté dans son rôle, qui est surtout pas de chercher à convaincre, parce que nous ne sommes pas en campagne électorale, mais de rassurer donc les Burkinabés sur donc les engagements qu'il a pris et la nécessité donc de les respecter. Maintenant, sur la question de la confiance, de toutes les façons, nous sommes obligés de discuter. Il y a ceux qui posent des revendications et ceux qui doivent les examiner. Donc, quel que soit ce qui est dit, qu'on ait confiance ou pas, on doit discuter. Le chef de l'État a appelé les syndicats à lever leur mot d'ordre de grève et à s'inscrire dans la démarche donc de la discussion et du dialogue. Donc, je pense que ça c'est son rôle et c'est même très bien parce que on n'a pas le choix que de revenir donc au dialogue. Maintenant, pour revenir à ce qui est dit, comme je disais tantôt, il y a des engagements qui sont pris et ces engagements, il y en a qui ont été mis en œuvre, il y en a qui sont en cours de mise en œuvre. La question du fonds commun, effectivement, c'est à l'issue donc de revendications sociales qu'un accord a été conclu avec les partenaires sociaux pour mettre en œuvre cela. Mais jusqu'à aujourd'hui, cet accord est en train d'être mis en œuvre. C'est parce que justement, ça pose des problèmes de soutenabilité, mais des problèmes aussi de légalité. On n'en parle pas trop, mais aussi des problèmes de légalité. Que la question est revenue. Je dis légalité pourquoi? Parce que vous savez très bien que le budget de l'État, il est exécuté sur la base d'une loi, qui est la loi de finances. Allez-y lire la loi de finances pour voir si ça a été prévu là-bas. Mais ces fonds communs sont servis sur la base d'arrêtés. Donc il faut corriger. Donc il y a un certain nombre de choses. Le gouvernement, effectivement, n'a pas, comme il a été dit à l'issue de la conférence, le fonds commun il va continuer d'être payé jusqu'en fin décembre 2018 plutôt. Mais la conférence a recommandé qu'à partir du 1er janvier, on revienne aux fondamentaux.
Et pardonnez-moi d'insister, pardonnez-moi de vous interrompre et d'insister, parce que c'est 2 poids 2 mesures, certaines personnes pouvaient le percevoir. Pour la question, quand on parle, ce sont les magistrats qui ont ouvert la boîte à Pandore, si on se souvient. Dès le début du quinquennat de Roch-Marc Christian Kaboré, il a donné le signal qu'il avait de l'argent et qu'on pouvait se partager. Ah bon? Quand il a accepté d'augmenter de manière très significative les émoluments des magistrats contre l'avis du ministre de la Justice. À partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait trouver de l'argent. Bon. Le gouvernement a décidé de corriger le tir en organisant une conférence sur la rationalisation des salaires des agents publics de l'État. On se rend compte que ceux qui ont été à la base du problème ont été épargnés. Est-ce qu'on peut comprendre qu'un agent du ministère de l'économie et des finances puisse se sentir floué dans cette situation-là? Ou bien est-ce que le gouvernement craint les magistrats? Non, je voudrais Ou dire... Voilà, est-ce que le gouvernement craint les magistrats? J'ai pas fini, Voilà. Fini. Allez-y. Non, je n'ai pas fini. Vous parlez de salaire, vous ne parlez pas d'accessoires, vous parlez de salaire. Le fonds commun, ce n'est pas un salaire. À la conférence, on n'a pas touché au salaire de qui que ce soit. Il y a des propositions qui ont été faites pour améliorer le salaire d'une catégorie de personnel, de façon à réduire les écarts. Donc, les salaires des magistrats ont bénéficié davantage aussi. Non, j'arrive. Les magistrats, les anciens chercheurs, etc., le corps de la police, beaucoup ont bénéficié davantage. Et la conférence n'avait pas pour objectif de remettre en cause quoi que ce soit, mais c'est de travailler à plus de justice. C'est pour cela qu'il a été proposé, à travers cette conférence-là, que pour 80% au moins des fonctionnaires, qu'on puisse voir à la hausse donc leurs émoluments, et que, justement, cela permette de faire en sorte qu'on puisse réduire les écarts. Donc, c'est un peu cela. Donc, je pense qu'il faut faire la différence entre ce qui est salaire, parce qu'on n'a pas touché au salaire, et ce qui est accessoire comme les fonds communs. Pourquoi on n'a pas touché aux accessoires des magistrats? Je n'ai rien contre les magistrats. Vous parlez de quel accessoire? Parce qu'il y a des accessoires qui ont été, ou des recommandations ont été faites. Au niveau des magistrats? Oui, tout à fait. Il y a une autre sur la question des frais de mission, etc. Vous regardez donc les rapports. On est revenu, la conférence a demandé à une harmonisation totale, aussi bien pour des magistrats et des autres fonctionnaires, pour tout le monde, ainsi que par exemple les transports définitifs et autres. Donc les accessoires ont été touchés à tous les niveaux, aussi bien pour les magistrats que même pour les membres du gouvernement et des présidents d'institutions, ça a été touché. Et il y a eu des propositions qui ont été faites même jusqu'aux députés. Oui. D'accord, c'est clair. Oui, justement là-dessus, en fait, moi je reste quand même sur ma fin. Justement, sur la crise au niveau du Fonds commun, l'opposition n'a pas donné un avis clair. Voilà. Vous n'avez rien dit là-dessus. C'est trop difficile pour vous? Pas si difficile forcément, mais déjà il faut dire que cette question de Fonds commun, c'est en 2017 qu'elle a été posée clairement. Alors, il y a eu des discussions jusqu'à ce qu'un accord a été trouvé. Et cet accord, lorsqu'il a été trouvé, ça a été le silence total, pratiquement comme un mot d'ordre, en fait, même que personne n'en pipe mot. Je rappelle que lorsque l'accord a été trouvé, et on l'a reproché aux organisations syndicales. Exactement. On a couvert toutes les manifestations des organisations syndicales. Voilà. Et le jour où l'accord a été signé, ce sont les organisations syndicales elles-mêmes qui ont dit aux journalistes que c'était un accord secret. Exactement. Maintenant que c'est gâté entre les différents partis, voilà. Donc, on demande déjà, que les journalistes viennent toujours faire le travail. Ça c'est un autre problème. Un peu, ça met un peu dans l'embarras parce que c'est comme deux acteurs qui se font face et justement qui décident entre eux en temps justement ils s'entendent comme si la question n'était pas publique, comme si ça n'intéressait pas tous les Burkinabés. Deuxième séquence, lorsque justement il y a eu des difficultés pour la mise en œuvre, alors et que les mouvements sociaux ont recommencé à avoir lieu justement, qu'est-ce que l'on observe? Le syndicat qui malheureusement en fait dans la communication reste toujours dans la logique de son mutisme là, en se disant peut-être que le gouvernement n'osera pas trop parler non plus et qu'ils vont finir par s'entendre. Alors, le gouvernement, de son côté, pédale assez fort et devance le syndicat sur la communication, de sorte que, finalement, l'opinion nationale, tout le monde a la perception qu'il y a, en fait, une catégorie de gens qui veulent
protéger des privilèges faramineux, indus ou quoi que ce soit. Donc ça devient difficile pour se prononcer et il a donc fallu qu'on recherche. Moi je ne suis pas économiste, je ne suis pas non plus spécialiste en finances publiques. Il a fallu par exemple justement qu'on essaye d'avoir des informations. Alors le fonds commun dont on parle, il est constitué de quoi concrètement d'abord? Est-ce qu'il se justifie ou pas? Mais finalement, on se rend compte que, justement, il y a quand même pas mal de textes, même si c'est au niveau international, au niveau de l'UEMOA et tout, qui le prévoient, qui l'encadrent. Alors, bon, maintenant, est-ce que le problème qui se pose entre le syndicat, les agents du Minefid et le gouvernement, est-ce que c'est parce que les revendications vont au-delà de ces éléments qui encadrent ce fonds commun ou pas? Manifestement, je crois que le syndicat, en fait, les agents du Minefid se sont fait beaucoup de tort parce que l'opinion n'a pas toutes ces informations. Et c'est en fait, c'est un problème de communication surtout. Parce qu'il est clair qu'on ne peut pas dire de ne pas motiver un agent. Et là, pour rebondir un peu sur l'intervention de monsieur le ministre, je crois qu'il est assez délicat de confondre le fonds commun aux accessoires du salaire comme en fait les indemnités. Je crois que ça c'est quelque chose de spécifique à une profession avec un objectif précis tel que les textes de l'UEMOA le définissent et tout, de sorte que en fait c'est en parler clairement. Voilà, nous prévoyons un débat sur cette histoire du fonds commun avec des spécialistes, nous en parlerons. Oui. Mais tout à l'heure, on revient toujours à l'exercice du chef de l'État qui disait en réponse à une question d'un de nos confrères que le bateau était bel et bien mené, et que c'est lui qui était le capitaine du bateau. Il a dit que la loi serait appliquée dans toute sa fermeté désormais. Je voudrais revenir à notre ami Moussa Diallo des organisations syndicales, parce que quand on entend les organisations syndicales, on a l'impression qu'elles sont les victimes dans cette affaire. Mais il y a quelques constats que je voudrais soulever et vous poser la question. Les organisations syndicales de la magistrature ont manifesté et ont obtenu la satisfaction de leurs revendications. Contre l'avis du ministre de la Justice, René Bagoro, il a avalé une grosse couleuvre. Je me demande s'il a bien fini de la digérer. Ensuite, quand il y a eu les grèves au sein de l'Éducation nationale, les organisations syndicales ont manifesté, ont obtenu la tête du ministre de l'Éducation nationale, qui a été remplacé. Ensuite, au niveau de la police, il y a eu un ensemble de mouvements, de grèves pour demander le départ du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. Là encore, il a été remplacé. Nous sommes maintenant avec le ministère de l'Économie et des Finances. On constate qu'à chaque fois que les organisations syndicales ont un bras de fer avec un membre du gouvernement, les organisations syndicales l'emportent toujours. La question est la suivante. On a l'impression qu'on est en train d'assister progressivement à un coup d'État perpétuel, le mot est peut-être fort, mais c'est entre griffes des organisations syndicales. Est-ce que c'est vous qui avez pris le pouvoir au Burkina Faso désormais? Je voudrais d'abord recadrer les choses, parce que pour ce qui est de l'éducation nationale, il n'a pas été demandé le départ du ministre. Peut-être pas officiellement. Même officieusement. Nous avons couvert les grèves. Même officieusement, parce que j'ai été un acteur dedans, je sais de quoi je parle. Oui. Nous avons dit que notre problème... En sourdine. Non, en sourdine, je ne sais pas de quoi vous parlez. Officiellement, nous avons dit notre problème, c'est notre plateforme. Et notre plateforme ne concernait pas que des questions pécuniaires. Nous avons expliqué suffisamment le contenu de la plateforme et c'est ça qui a peut-être permis aux autorités de nous comprendre et de signer les engagements. Même si leur mise en œuvre est en retard aujourd'hui, reconnaissons que du point de vue des syndicats de l'éducation, il n'a jamais été question de demander le départ d'un ministre. D'ailleurs, toutes les fois que des organisations syndicales demandent le départ d'une autorité, en tout cas au niveau de la CITB, nous avons toujours dit, ce n'est pas leur rôle de demander le départ d'une autorité. Si vous demandez le départ d'une autorité parce que vous pensez que c'est elle qui est le problème, et si on envoie quelqu'un pire que lui, vous faites quoi? Vous avez vos préoccupations, cherchez à les résoudre avec celui qui est en face. Si le gouvernement constate que c'est celui qui est en face qui est le problème, c'est lui qui décide. Ce n'est pas aux organisations syndicales d'appeler à enlever une autorité parce qu'elle ne serait pas l'interlocuteur. À la réponse de la question, est-ce qu'aujourd'hui c'est vous qui donnez le tempo? C'est-à-dire? Je n'ai pas bien compris. Je viens de citer un certain nombre de faits. Non, est-ce que c'est vous qui donnez le tempo? Ce n'est pas du tout notre rôle d'appeler à nommer un tel ou d'enlever un tel autre, quoi. Ce n'est pas notre rôle.
Nous avons des préoccupations, nous les posons. C'est peut-être que les autorités à un moment donné peuvent comprendre que c'est celui d'en face qui est le problème et on l'enlève. Bon, Siaka Coulibaly, votre voisin de gauche n'a pas voulu, je reviens à vous, n'a pas voulu répondre à la question. Mais quand vous faites une analyse de la situation, est-ce qu'aujourd'hui les organisations syndicales n'ont pas pris le pouvoir? Non. Nous sommes dans un contexte institutionnel clair où les autorités sont pourvues par des élections. L'Assemblée nationale qui donne donc la majorité qui permet de former le gouvernement. Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'on a pu constater que dans les différents bras de fer qui ont eu lieu, pour la plupart, les ministres ont effectivement payé de leur position ce dialogue qui n'a pas beaucoup avancé. On ne peut pas dire aujourd'hui que ce soit les syndicats qui aient pris le pouvoir. Moi, je pense plutôt qu'il y a un souci de gestion de ce dialogue social-là. En menant certains responsables du département ministériel dans des positions que je dirais personnalisées et qui entraînent une cristallisation du conflit. Là-dessus, moi, je n'ai pas encore parlé sur la prestation du chef de l'État, donc je vais en profiter. Pour moi, sur la forme, je pense qu'il a réussi à garder son calme sur la plupart des questions qui n'étaient pas des questions faciles, sur lesquelles il aurait pu peut-être perdre un peu le sang-froid, mais il a réussi à garder. Ensuite, il a aussi pu, sur la majorité des questions, aller sur des détails qui montrent quand même que l'un dans l'autre, il reste quand même au contrôle des différents processus. Mais moi, j'attendais le chef de l'État sur un certain nombre de préoccupations que je considère comme capitales pour la réussite de son action à la tête de l'État, mais aussi de donner au pays une direction qui puisse lui permettre d'avoir un avenir sécurisé et serein. Je parle de la question du dialogue social, sur la question sur laquelle je trouve que le chef de l'État, à mon avis, a respecté ce que moi j'ai considéré comme sa méthode, qui reste dans les starting blocks. Il dit que le dialogue social est en plein et que ça fonctionne. Or, le constat est que le dialogue social, à mon avis, il n'est pas tout à fait ce qu'il a dit, puisqu'on a vu au niveau du médiateur, la chaise vide présentée par les médias des deux ministres, c'était un impact désastreux sur le dialogue social, la capacité du dialogue social. Donc, à ce niveau, ces critères permettent de dire que ça ne fonctionne pas bien. Le deuxième élément qui permet de le dire aussi, c'est au niveau de la conférence. On sait tous que le principal syndicat qui agrège les travailleurs de la fonction publique, c'était la CGTB, qui malheureusement n'a pas pu venir. Moi, à mon avis, ayant constaté à la veille de la conférence que le principal syndicat n'était pas engagé dans le dialogue, il aurait pu trouver un aménagement à ce niveau-là, de telle sorte à ne pas faire un dialogue qui nécessite une autre concertation avec ces syndicats-là, parce que les acteurs qui étaient là essentiellement n'étaient pas très proches de la sphère décisionnelle des syndicats. Donc, je trouve que là-dessus, or, le chef de l'État, comme sur la question, par exemple, du vote des Burkinabés de l'étranger, il a donné une option ferme. Claire. Il y aura le vote des Burkinabés de l'étranger. Ça fait qu'aucun autre acteur ne viendra avec il n'y a pas de débat autour de cette question. Un son discordant. Il aurait pu prendre le dessus sur la question du blocage au niveau du MINEFID en donnant une orientation de telle sorte que les acteurs qui sont sous sa responsabilité ne dévient plus. Tout à fait. En tant que chef en tant que capitaine du bateau, comme il a dit qu'il y a un capitaine dans le bateau, il donnait une position de telle sorte qu'après, le ministre et les syndicats étaient obligés de... Vous parliez de la discussion avec les différentes organisations syndicales, vous donnez une transition parfaite parce que ça montre à quel point la conférence sur la rémunération des agents publics de l'État a été un peu ratée. Nous allons suivre un élément qui parle des différentes forces en présence et nous revenons sur le plateau. Les fonds communs servis aux agents du ministère de l'économie et des finances
était sans doute l'un des sujets les plus attendus à cette conférence sur la rémunération des agents publics de l'État, tant la question aura cristallisé les débats ces derniers mois. Eh bien, les participants ont tranché. Les fonds communs ne seront pas supprimés, seulement, ils ne seront plus indexés aux recettes, mais calculés plutôt en fonction des amendes et des pénalités recouvrées. Mais au-delà, il y a le plafonnement de ces primes à 25% de la masse salariale des bénéficiaires. L'objectif du gouvernement est de renvoyer ces primes à des proportions acceptables. Mais avec cette nouvelle méthode, aura-t-on réellement résolu le problème? Les avis sont mitigés. L'indexation des fonds communs aux pénalités a déjà montré ses limites par le passé. Les fonds communs étaient indexés sur les pénalités et les amendes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un phénomène simplement, un comportement humain simplement, un comportement rationnel des agents recouvreurs qui, à un moment donné, laissaient s'installer plutôt, ou si vous voulez, provoquer même la pénalité pour accroître leur marge. Et donc, du coup, l'État, lui-même, dans sa planification, avait des problèmes. Et donc, le recouvrement ne se faisait pas de façon optimum. Et donc, il y avait des retards pour l'État en termes de recettes. Suivant la logique de notre analyste, l'indexation des fonds communs aux pénalités entraînerait parallèlement une diminution significative des recettes fiscales. La conférence n'aura donc pas réellement avancé sur cette question selon lui. Mais d'autres, par contre, pensent que la réforme devenait de plus en plus impérative. Vous figurez-vous que le fonds commun était maintenant calculé sur le budget national et non sur des accessoires tels que les pénalités et les amendes. Donc voilà, c'est cette injustice-là qui va être corrigée, qui va être corrigée, mais il faut aussi dire que cela correspond à une attente nationale. Pour l'instant, les conclusions ne sont qu'au stade de recommandations. Des recommandations qui devraient prendre effet à compter du 1er janvier 2019. Mais la mise en œuvre, c'est ce qui risque de poser problème. Les décisions arrêtées doivent être acceptées par tous les principaux acteurs sociaux. Or, la CGTB, la Confédération Générale du Travail du Burkina, la plus grande centrale syndicale, regroupant près de 80% des agents publics, a boycotté la conférence, mettant en cause le format dans lequel il s'est tenu. La question est de savoir si la CGTB, grande absente de ces assises, va accepter les décisions à l'élaboration desquelles elle n'a pas participé. Déjà, on voit dans le document où il est dit qu'il faut envisager un moratoire autour de certains points, à l'effet d'obtenir l'académie nécessaire pour la mise en œuvre des conclusions de la conférence, qu'il faut travailler l'inclusion de tous les syndicats. C'est-à-dire que la conférence elle-même prend conscience que ces recommandations ne pourraient pas être mises en œuvre si tous les syndicats n'adhèrent pas. Si on doit revenir encore à s'entendre avec les syndicats, je me pose simplement la question de la logique. Est-ce que les syndicats iront à un moratoire ou sous une proposition, un projet, une offre de trêve sociale pour appliquer des choses pour lesquelles ils ne se sont pas mêlés au départ? Ça pose un problème simplement. Pour d'autres observateurs, par contre, l'absence de la CGTB est regrettable. Ils estiment qu'elle aurait pu apporter sa contribution à l'enrichissement des débats. Le problème n'est pas de dire, bon voilà, on pose le problème sur la table. La CGTB n'est pas d'accord, donc on ne fait rien. Je ne pense pas que c'est comme ça que les problèmes vont se poser. Non, le problème est de convaincre, d'essayer, de continuer à discuter avec la CGTB pour les amener à comprendre qu'il n'y a pas d'autre solution que ce qui a été décidé. La Confédération Générale du Travail du Burkina estime qu'une discussion sur le système de rémunération doit se limiter qu'au gouvernement en tant qu'employeur et aux syndicats en tant que représentants des employés. Elle ajoute que le format actuel de la conférence devrait aussi concerner la gestion de toute la richesse nationale. Car cela ne tienne, la conférence est bel et bien tenue avec la participation de 5 centrales syndicales et 21 syndicats autonomes. Les absents auront-ils eu tort? L'avenir nous le dira peut-être. En tout cas, le Premier ministre dit tendre la main aux structures syndicales absentes à cette conférence et lance un appel à l'adhésion à tous à ces conclusions pour une refondation véritable du contrat social afin de donner un souffle nouveau à l'économie du Burkina Faso. Voilà, avant de donner la parole à nos invités, nous allons suivre un deuxième élément complémentaire à celui-là et nous revenons pour la suite du débat. Elles sont peut-être bien loin, ces images, du temps où toutes les centrales syndicales défilaient ensemble au sein de l'UAS. Le consensus, c'est ce qui a toujours guidé les prises de position de l'unité d'action syndicale. Mais il est mis à rude preuve depuis quelques mois. Tout a commencé lors de la formation du Haut Conseil du dialogue social. L'unité d'action, là, l'UES,
c'est un consensus, c'est pas une unité organique, c'est une unité dans la diversité. Si réellement, si un jour il y a un problème où il n'y a pas de consensus, ceux qui sont d'accord partent, ceux qui ne sont pas d'accord restent. Et je pense que c'est ça ce qui s'est passé et chacun est libre de ne pas participer. Et c'est cette liberté qu'a prise la CGTB. La Confédération Générale du Travail du Burkina a refusé non seulement d'intégrer le Haut Conseil du dialogue social, mais aussi de participer à la conférence sur la réforme du système de rémunération des agents publics de l'État. Son secrétaire général explique ici les raisons de cette décision. La norme qui confère la mise en place d'un Haut Conseil du dialogue social, c'est la convention numéro 98 de l'OIT sur les négociations collectives. Notre pays l'a ratifiée, cette convention a été adoptée en 1949. Notre pays l'a ratifiée le 16 avril 1962. Que vous preniez le Sénégal, que vous preniez le Bénin, que vous preniez le Niger, les pays où il y a le Haut Conseil du dialogue social, c'est des pays qui, sur la base de cette convention, ont organisé des élections professionnelles. Les élections professionnelles signifient que, quel que soit le nombre de syndicats qu'il y a dans votre pays, vous donnez la parole aux travailleurs qui font des élections et qui disent « Voilà la centrale ou le syndicat autonome auquel je confère ma vie professionnelle sur 5 ans ». Quand les 5 ans vont arriver, ceux qui avaient été élus, retenus après dépouillement, s'ils ont trahi les travailleurs, s'ils n'ont pas correctement fait leur travail, on fait des élections de renouvellement. Donc ce sont ces acteurs représentatifs qui doivent parler au nom des travailleurs et dans toutes les instances. Au Burkina, il n'y a pas encore eu d'élection professionnelle. Et sur cette base, nous avons acculé, interpellé l'autorité jusqu'à présent de prendre les textes. Ils reculent, ils rentrent dans le noir. Pour finir, 5 centrales syndicales sur les 6 que compte l'UAS vont aller au Conseil du dialogue social et participer à la conférence sur les salaires. À partir de ce moment, va se poser le problème de la représentativité des syndicalistes. Si on s'en tient à un constat purement arithmétique, on dira que les 5 centrales syndicales qui participent au dialogue représentent largement les travailleurs. Sauf que d'autres considérations rentrent en ligne de compte. Je vous rappelle tout simplement et vous mets au diapason que ce n'est pas parce qu'on s'appelle centrale syndicale qu'on est forcément égal à une autre centrale syndicale. Donc je dis et je répète, je vous donne la façon dont une centrale syndicale peut être constituée. Et puis, je vous dis aussi, même les 2 syndicats professionnels, un syndicat professionnel peut avoir des représentants qu'à Ouagadougou et Bobo Dioulasso. Si vous le comparez à un syndicat professionnel qui se retrouve dans tous les téléphones du Burkina, ce n'est pas la même chose. Donc on dit que tous les moutons se suivent mais ils n'ont pas le même poids. Le poids, voilà le problème. Et c'est là où la CGTB apparaît comme un véritable mastodonte. La Confédération Générale du Travail du Burkina, c'est 12 syndicats nationaux et 70 syndicats professionnels. Elle représente 80% des travailleurs de la fonction publique. C'est dire que sans elle, l'UAS est presque une coquille vide. Des recommandations ont été faites avec 5 centrales syndicales lors de la conférence sur les salaires, mais c'est avec la CGTB que l'État va devoir négocier pour leur mise en application. Voilà, retour sur ce plateau, monsieur. Nous parlons toujours du dialogue social. Seka Coulibaly l'a dit tout à l'heure, sur les autres sujets, le chef d'État a été suffisamment clair, mais sur le dialogue social, on voit qu'il y a encore des difficultés. Alors, Hussein Tamboura, je ne me suis pas prononcé sur ce sujet. Je pense que sur la question des salaires et des fonds communs des accessoires, tout a été dit. Je pense que tous les détails ont été donnés. Et je pense aussi que l'option réaliste et viable, c'est forcément aller vers la soutenabilité par le budget de l'État, vers l'équité, et aussi nécessairement faire en sorte que le dialogue social soit plus crédible. Et j'ai bien aimé le cours sur le dialogue social fait par mon frère Diallo, en rappelant qu'il faut que les partis se respectent mutuellement. De sorte que qu'après l'avoir écouté, après avoir qu'il ait également dit que quand on va jusqu'au niveau de la grève, c'est parce qu'on veut en imposer un certain rapport de force et obtenir ce qu'on veut. Et moi, j'aimerais bien lui poser une question. Est-ce que dans la stratégie des syndicats au Burkina Faso, depuis 2016, est-ce qu'arriver à la grève, obtenir un accord avec le gouvernement, en sachant que le gouvernement avait nécessairement le rapport de force en sa défaveur, je résume, le gouvernement signe, ces accords ne sont pas publiés, l'opinion n'est pas prise à témoin, et ensuite passer à une seconde grève, en sachant que le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre le premier accord. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de prise de pouvoir? Est-ce que ce n'est pas une stratégie
de déstabilisation du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que vous avez pris le pouvoir? Je ne sais pas, peut-être que vous vous adressez à d'autres structures qu'aux syndicats. Et d'ailleurs, c'est ce que le Premier ministre nous a reproché dès notre première rencontre avec lui. J'ai dit que les syndicats n'ont pas d'autres agendas. Et si vous lisez derrière ce qui se passe des agendas, vous risquez de faire une fausse lecture. Et je reviens sur la question du dialogue social. J'ai dit tout simplement... Peut-être préciser ma question en fait. Allez-y. Je n'ai pas dit que les syndicats sont manipulés. Dans votre propos précédent, vous avez dit que le dialogue social en principe, il est préventif. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui. Et que tous ceux qui savent comment ça fonctionne, une fois qu'on arrive à la situation de grève, on établit un rapport de force. Et dans ce rapport de force, c'est le plus fort qui impose sa volonté. Tout à fait. Et quand on arrache une volonté à quelqu'un, il arrive que cette personne ne soit pas en mesure de respecter l'engagement que vous lui avez arraché, en vérité, puisque vous lui avez arraché. Oui. Et plusieurs grèves ont arraché des acquis au gouvernement, tout en sachant pertinemment vous-même que le gouvernement ne peut pas tenir ses engagements, puisque vous leur avez arraché cet accord. Non, je vous pose la question. Oui, ensuite, quand on fait une seconde, une troisième, une quatrième grève, pour dire c'est toujours le précédent accord arraché donc, de force au gouvernement, est-ce que finalement on n'est pas dans une stratégie de prise de pouvoir? Non. C'est la question que je pose, c'est tout. Oui, je ne parle pas de manipulation. Dans tous les cas, je réponds clairement. Les organisations syndicales n'ont pas pour objectif de prendre le pouvoir d'État. Ce rôle est dévolu aux partis politiques. La réponse est suffisamment claire là-dessus. Ça, c'est le principe. Maintenant, je reviens pour expliquer davantage pour qu'on se comprenne. J'ai dit qu'au Burkina Faso, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'utilise pas le dialogue préventif, de façon préventive. Et ça, ce n'est pas la faute des syndicats. Parce que vous n'allez pas voir une organisation syndicale responsable qui se lève demain matin pour dire « je suis en grève ». Il y a une procédure à suivre. Même les revendications qui doivent faire l'objet de la grève, là, il y a une procédure à suivre. Il faut convoquer une assemblée générale, adopter une plateforme revendicative, expliquer, écrire à l'autorité compétente pour lui dire voilà nos revendications. Remettre la plateforme, attendre un certain temps pour que l'autorité réagisse. Si l'autorité ne réagit pas, on écrit pour relancer, pour demander une audience sur la question. Et si l'autorité ne réagit pas, en ce moment, on est obligé d'aller au préavis. Si vous déposez le préavis, il y a toujours la possibilité d'anticiper sur la grève en discutant. Et je vous ai dit que, de mon point de vue, c'est cette discussion qui est recommandée. Tout le monde sait que quand on n'est pas dans une logique de rapport de force, les esprits sont calmes. Chacun peut faire des concessions. Dès lors que le rapport de force s'engage, logiquement, c'est celui qui est le plus fort qui l'emporte. Ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il dit que les accords arrachés au Burkina Faso l'ont toujours été... Depuis 2016, j'ai été très précis. Non, mais même sous Blaise Compaoré, non, mais je ne... ça a été arraché souvent. Et quand c'est arraché comme ça, justement, et si le gouvernement ne peut pas mettre en œuvre, je crois avoir expliqué cela aussi, le gouvernement doit écrire à l'avance pour dire, pour telle raison, les engagements que nous avons pris là, nous ne pourrons pas mettre cela en œuvre dans les délais impartis dans le protocole d'accord. Est-ce que vous allez l'accepter? Et c'est justement, non, ça n'a jamais été fait. C'est ça tout le problème. Professeur Ouaro, oui, permettez-moi de terminer. Okay, allez-y, terminez. Parce que c'est important. Allez-y, terminez. Si on ne nous dit pas pourquoi on ne peut pas mettre en œuvre, il y aura une grève pour exiger la mise en œuvre des engagements pris. C'est ça le problème. Alors, et j'ai dit que c'est ça qui donne l'impression justement qu'il y a une récurrence des grèves. Mais la récurrence est due au fait qu'on a pris des engagements, on ne les applique pas et on ne dit même pas pourquoi on ne les applique pas. Moi, je voudrais donc vraiment remercier M. Diallo et terminer mon commentaire terminer mon commentaire sur ce sujet et l'impression que j'ai, et c'est peut-être une impression de ceux qui sont tiers au dialogue social. En principe, les plateformes revendicatives, quand elles sont adressées au gouvernement et qui s'engagent malgré le rapport de force, je pense qu'il devrait y avoir un seuil à partir duquel, si on a quelques accords, on devrait pouvoir avancer. Mais on a l'impression qu'il faut entièrement satisfaire. C'est une impression que j'ai. Bon, maintenant, vous allez m'édifier sur le fait que ce n'est pas ça.
De sorte qu'un premier accord qui s'empile sur un second, qui s'empile sur un troisième, et ensuite qui n'est pas mis à la lumière de l'opinion. Et le gouvernement a été responsable, malgré qu'il ait signé des accords, de se rendre plus tard compte qu'il y a un problème de soutenabilité, et je parle ici du cas du ministère des Finances, et de venir poser le problème. Ça, c'est responsable. On peut tous se tromper, se rendre compte plus tard, mais il est de notre responsabilité de poser le problème, plutôt que de dire que non, tout va bien, jusqu'à aller Vous admettez au que mur. le gouvernement s'est trompé. Mais forcément, sur le sujet. Ça c'est important, Oui. mais est-ce que le gouvernement a admis qu'il s'est trompé? C'est l'argument que vous utilisez, parce que vous démontrez que le gouvernement va un peu aux négociations sans trop étudier la soutenabilité dont vous parlez, et qu'il arrive qu'il fasse des concessions, sans trop savoir comment il va les assumer. Et quand on approche les syndicats, nous disent qu'eux, ils ne font jamais de revendications au-delà du possible. C'est ce qu'ils disent. Bon, donc finalement, comment eux peuvent savoir le delà du possible? Professeur Stanislas, vous avez déjà eu affaire à des organisations syndicales. Comment est-ce que ça marche? Est-ce que le dialogue social est respecté comme le dit Moussa Diallo? Oui, mais le dialogue social a toujours été respecté. Et comme ça a été dit, il y a des moments où on ne peut plus continuer lorsque on ne peut plus continuer. Et c'est le cas au niveau du ministère des Finances. Il y a eu un certain nombre de points qui ont été posés. Et sur ces points, il y a eu des accords sur certains points. Vous allez continuer, mais ce n'est pas seulement le premier des Finances, c'est dans plusieurs ministères, il y a eu des accords qui n'ont pas été respectés, qui ont occasionné des grèves aussi. Je donne déjà ce cas où il y a eu 5 points qui ont été posés sur la table. Sur ces 5 points, il y a un certain nombre de points qui ont été satisfaits. Mais je suis désolé de dire à Diallo que la coordination des syndicats du ministère des Finances, ils ont dit c'est les points, c'est l'ensemble des points ou rien. Ça a été dit. J'arrive, je vais continuer. Ce qu'il raconte, quand il dit ce n'est pas fait, moi je suis actuellement en train de mettre en œuvre avec la coordination des syndicats de l'éducation le protocole d'accord qui a été signé en fin janvier. Il y a des points d'accord qui ont été respectés à délai. Il y a des points qui sont en train d'être... J'arrive. Un seul exemple, je vous donne un premier exemple. On avait dit qu'on allait payer les ex-formateurs des centres d'éducation de base non formelle pour fin février. Ça a été fait. Je vais continuer de donner. J'arrive. Je continue de donner. On a dit dans le protocole d'accord qu'à partir de fin février, on organise la conférence des enseignants au bureau. Ça a été fait. Je vous continue. On a dit qu'avant le 31 mai, on leur donne un document technique qui va servir de base pour la rédaction et l'adoption d'un statut valorisant en conformité avec la 081. Nous avons remis le 30 mai. Il y a des choses qui ont été faites. Il y a pas mal de choses qui ont été faites. Il y a des endroits où on a des difficultés. Là où on a des difficultés, par exemple, c'est au niveau de l'appurement des actes d'avancement de 2016. Mais il y a des explications que nous donnons. Nous nous rencontrons une fois par mois avec les syndicats. Leur expliquons les raisons. Nous avons fait un certain nombre de travaux. Il y a eu, par exemple, des situations de délestage, d'absence de réseau pour que le SIGASP permette de faire le travail. On leur a présenté... Vous dites? L'absence des financiers aussi. L'absence de la grève. Oui, non, ça je viens. J'arrive. Non. Oui, la question des financiers aussi, je vous dis, ça on leur a pas encore dit, mais on va le dire. Pour fin juin, sur 9000 actes signés, nous n'avons pu prendre en charge que 157 personnes. Parce qu'il n'y avait pas de financiers pour pouvoir mandater ces personnes. On va le dire. Donc on le fait avec eux. On leur explique ce qui s'est fait, ce qui n'a pas pu se faire. On le fait au fur et à mesure. Donc c'est pour dire que le dialogue continue. Là où on ne peut pas, ça se fait. Maintenant, je vais terminer par dire, résumer la conférence sur la rationalisation des rémunérations des agents de la fonction publique au fonds commun. C'est pas possible. Et c'est dommage. Il faut pas... Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. J'arrive. Quand vous dites, sans la sécurité, on ne pourra pas mettre en œuvre. Quand on a décidé de réduire les avantages des ministres, de ramener de 6 mois à 3 mois, c'est une recommandation. Pensez qu'on a besoin de la présence de la CGTB pour mettre ça en œuvre. Quand on a dit qu'on va revenir dans le cadre du décret sur les ateliers et organisations à un certain pourcentage, pensez qu'on a besoin d'attendre ça pour le faire? Non. Il ne faut pas résumer cette conférence-là au fonds commun. Les fonds communs ont fait partie. Il y a beaucoup d'autres choses qui se sont faites et qui vont permettre d'améliorer
de rationaliser les dépenses, on va le faire. Tout ce que vous citez, on ne le résume pas seulement qu'au fonds commun. On parle du salaire des agents publics de l'État. La CGTB représente 80% des agents publics de l'État. C'est le serpent qui se mord là que vous ne pouvez pas mettre en œuvre toutes les recommandations. Ce n'est pas une conférence pour rationaliser les salaires. C'est une conférence pour rationaliser les dépenses de l'État. Ce n'est pas que les salaires. Dans les dépenses de l'État, il y a les salaires aussi. Au niveau des salaires, on n'a pas diminué les salaires de quelqu'un. On a travaillé. Dans un public. Non. La rationalisation. Finalement, cette question va éclipser tous les autres. Voilà, parce qu'il y a la sécurité. Oui, on va parler de la sécurité tout à l'heure. Non, mais le dialogue social, quand même, c'est important parce qu'on est dans une crise profonde. Au niveau du dialogue social, c'est important. C'est pourquoi on insiste là-dessus. Je voudrais juste opiner sur la question de la conférence et dire que notre grande difficulté sur la question, c'est le manque de sincérité du gouvernement. Je le dis sincèrement, il y a un document ici signé par ceux mêmes qui ont pris part là. Augustin Blaise Hien. Il a signé, il était président de moi. Qu'est-ce que nous avons adressé au ministre sur la question, ministre de la fonction, à son excellent monsieur le Premier ministre sur la question? Nous avons tout simplement dit, le format nous pose problème. Si c'est pour discuter de la rémunération des agents publics de l'État, on discute avec les syndicats, qui sont les représentants légaux des travailleurs. Si c'est pour que les forces vives se prononcent sur les questions de la gestion des ressources de l'État, nous sommes d'accord. Nous l'avons dit clairement. Il faut qu'on choisisse la forme. Ce que les gens ne disent pas aujourd'hui, quand on parle du ratio là. Vous savez qu'en fin 2016, le ministère de l'économie, des finances, du développement là, les recouvrements faits par la DGI là, c'était 550 milliards. Les restes à recouvrer s'élevaient à 650 milliards. À fin décembre 2016. Les entreprises étaient identifiées. Les entreprises qui devaient. Des grandes entreprises. Qu'est-ce que l'État a fait pour recouvrer les restes à recouvrer? Aujourd'hui, on nous dit que pour que ce soit efficacement fait, il faut confier cela à un privé. L'autorité de l'État ne peut pas s'exercer sur ces entreprises-là. Mais si vous mettez les 650 milliards à recouvrer dans l'assiette, le ratio ne représentera plus rien. Vous avez parlé de 700 en combien là? Si on rationalise le recouvrement, il n'y aura aucun problème. Au niveau de la douane, les fraudes, on a évalué à plus de 200 milliards. Il y a eu des cas précis dans notre argumentaire pour montrer qu'il y a des gens qui sont des opérateurs bien connus qui font la fraude avec la protection de certains hauts placés du régime. Qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter ça? Le dernier argument que je voudrais avancer, à la chute de Blaise Compaoré en 2014, quand on a fait le point des autorités qui doivent à l'État, au trésor public, c'était des centaines de millions. Qu'est-ce qu'on a fait pour recouvrer ça? Il ne s'agit pas de dire il y a la masse salariale qui s'élève sans jouer sur les fondamentaux. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas l'argent ou bien c'est parce que l'argent est mal géré? C'est pourquoi nous avons recommandé qu'il fallait que les forces vives réfléchissent sur la richesse nationale et sa gestion. Et nous nous expliquons. Parce que parmi les forces vives qui sont venues là, il y a eu le patronat privé qui vient discuter pendant que de la rémunération des agents publics de l'État, pendant que lui-même ne paie pas les impôts. On a fait venir d'autres acteurs que je respecte, mais qui ne sont même pas informés sur les mécanismes de rémunération des agents publics de l'État. J'ai écouté quelqu'un qui dit il faut arrêter les histoires d'indemnité. Nous, c'est le salaire, il faut leur donner. Bon, si vous voulez que nous, on vienne discuter avec des gens comme ça, je respecte les gens, mais sachant que ce n'est pas la meilleure façon pour trouver les bonnes solutions. Si nous avions justement réfléchi sur la richesse nationale et sa gestion, nous avons même des propositions à faire. Si c'était aussi avec les syndicats, on avait aussi des propositions à faire dans le format qui concernerait seulement les rémunérations des agents publics de l'État. Et puis, moi, ce qui est regrettable, c'est nous qui avons demandé au gouvernement les termes de référent de la conférence.
quand on nous l'a envoyé, le premier point là, c'est la rationalisation de la masse salariale. Vous sortez avec une rationalisation de la masse salariale de cette conférence-là? Est-ce que vous êtes sorti avec une rationalisation de la masse salariale par rapport à ce qui est dit là? Je suis désolé, il y aura une augmentation de la masse salariale, sauf si on ne respecte pas l'esprit de ce qui est dit. Je suis désolé. Non, rationaliser, ça signifie... Non, je suis désolé. Parce que j'en viens justement, j'ai lu sur le site du Fonds monétaire international les commentaires faits sur le PNDS. Et ça a été clairement dit qu'il faut diminuer, maîtriser la masse salariale, ramener cela aux 35% de l'UEMOA. Et les décisions que vous prenez actuellement, c'est ceux qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, c'est pour en arriver là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a diminué le nombre de recrutements directs dans la fonction publique cette année. Alors, on va venir. Siaka Coulibaly. Voilà. Et quand on entend le syndicaliste et puis le ministre, il se pose un problème au niveau du dialogue social. Les organisations syndicales estiment qu'il y a assez de moyens pour satisfaire à leurs revendications. Le gouvernement estime que l'assiette commence à devenir un peu maigre. Mais les deux positions ont du mal à se retrouver. Comment vous analysez cette situation-là? Parce que c'est à ce niveau-là que se pose le problème. Malheureusement, on est obligé de se réduire. Le problème se trouve au niveau du dialogue social. Si on ne ramène pas sur la table les différentes parties, vous voyez, des éléments sont sortis ici par la force des choses, qui auraient pu être contenus dans un dialogue social qui soit conforme. Inclusif. Bon, le fait de ne pas le faire comme ça, malheureusement, on est obligé, vous voyez, d'évoquer des choses qui ne sont pas intéressantes à porter sur la place publique. La question des restes à recouvrir. Moi, j'ai entendu parler, mais je pense que ça pose un problème de gouvernance financière. Il s'agirait d'entreprises qui ont été protégées par les hommes politiques pour qu'ils ne puissent pas payer leurs impôts. Bon, tant qu'il y a ce genre de dossiers, il est difficile de dire aux agents qu'on ne va pas les payer. Vous comprenez? Voilà. Donc, on est revenu à la question du dialogue social que le chef de l'État n'a pas, à mon avis, proprement adressé. Vous avez par exemple cette question donc, de l'interdiction des sittings d'une manière qui n'était pas tout à fait également élégante. Donc, ça met les gens mal à l'aise lorsque nous savons que tant qu'il n'y aurait pas ce dialogue-là, on ne va pas résoudre la question. Du coup, on est en train de se réduire, on dit les mêmes choses toujours. Et voilà, c'est ça qui est dommage. Il faut bien régler cette situation de dialogue social. Voilà. Bon, on est dans un débat. On ne va pas seulement faire des commentaires. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut poser comme solution? Parce qu'apparemment, la conférence sur la rémunération. N'a pas pris la hauteur pour dévancer les acteurs qui sont au coude à coude. Parce que peut-être n'a pas la solution pour le moment. Non. Il a dit qu'il y a un capitaine à bord. Oui, voilà. Il a été clair. Ce n'est pas suffisant. C'est plus sous forme de déclaration d'intention. Moi, j'ai pris ça positivement, simplement parce que ça peut inviter les acteurs, notamment gouvernementaux, à revenir encore justement à la table des négociations. C'est pour cela que je trouve. Non, parce que à la partie son dernier mot, au moins, et c'est ce que j'ai relevé, même quand j'ai donné la présentation, c'est sur ça que j'ai trouvé que c'était assez positif. Il a demandé au syndicat justement de faire bas la terre. C'est le terme même utilisé. J'ai trouvé que c'était bon. Et ensuite, il a ajouté qu'il fallait que tout le monde, justement, essaye de se remettre ensemble pour parler. Là où justement en fait je partage l'inquiétude de Diallo, c'est qu'il se peut que ce soit uniquement des déclarations d'intention pour faire bien, mais qu'en réalité justement en fait pour aller au dialogue ce soit compliqué. Effectivement, tout ce qui s'est passé depuis le début de cette crise jusqu'au jour d'aujourd'hui laisse entrevoir que toutes les parties ne sont pas allées pleinement vraiment avec l'intention de trouver une solution, parce que j'ai eu l'impression que pendant qu'on parlait, en fait, au moment où peut-être les plateformes ont été déposées et tout, du côté du gouvernement, on préparait peut-être un plan de communication pour que, en fait, et non pas chercher, pour piéger, et non pas chercher justement les solutions qui pourraient faire éviter la grève. Je crois que c'est ce sentiment que les syndicats ont vécu.
Bon, et malheureusement, effectivement, la communication, mais justement, je souhaiterais éventuellement que l'on puisse aborder d'autres aspects, parce que moi, je suis maire de commune rurale. Nous avons une saison hivernale compliquée. Oui. L'année dernière, nous avons dû affronter des histoires de chenilles légionnaires et autres. Oui. Il y a une question d'insécurité alimentaire sérieuse qui plane. Et malheureusement, en fait, bon, j'ai pas eu l'impression que le chef de l'État soit suffisamment revenu là-dessus, de sorte que nos débats, même en fait, sont en train de s'orienter et d'éluder ces questions. Et même quand on parle d'économie, il y a des ressources dont on ne parle pas, les ressources minières notamment, ce pays. Bon, alors, ça entraîne des difficultés sur le domaine de... Bon, il y a l'exploitation artisanale, mais il y a l'exploitation industrielle quand même qui est un peu plus contrôlée. Mais en réalité, qu'est-ce que nous voyons de concret autour de ces éléments comme revenus miniers ou comme impact même sur le renforcement de la capacité économique du Burkinabé moyen. Parce que c'est quand moi, le citoyen lambda est capable d'aller investir, créer justement en fait un petit emploi, en fait une petite entreprise qui va embaucher 2-3 personnes, leur donner du ménage. C'est ça qui renforce l'économie d'un pays. Voilà. Je pense que Maître ou Monsieur Sommet, je suis tenté d'utiliser tantôt, a parfaitement raison. Je pense que sur la question de l'insécurité alimentaire, quand on suit les discours du gouvernement, il y a quand même une prise en compte des préoccupations. En tant que parlementaires, nous observons parce que nous assurons aussi le contrôle de l'action du gouvernement. Nous entrevoyons des actions qui sont prises pour disponibiliser des stocks. Nous entrevoyons aussi des actes préparatifs de la nouvelle campagne. Sur la question des revenus miniers, nous sommes parfaitement à l'aise pour en parler parce que le Parlement, donc la majorité, a jeté un peu de lumière sur la décennie de gestion du secteur minier en évoquant un certain nombre de choses. Et c'est là où je voudrais en venir. Par rapport au reste, où les questions de recouvrement, des efforts sont faits. Moi, je sais qu'au Parlement, quand la question de l'ONATEL, il y avait un problème de dédouanement à l'ONATEL, ça a été recouvré. Ça a été recouvré. La question du secteur minier, quand l'enquête est sortie et qu'il était revenu que le fonds de préservation de l'environnement n'était pas recouvré à hauteur de 9 milliards, ça a été recouvré. Je pense que chacun dans nos positions tente, et c'est ce que je déplore souvent chez nos amis de syndicats, je l'ai dit la dernière fois dans un panel avec les étudiants, ils ne recensent et n'inventorient que les arguments qui justifient leur position. Or, on est dans une situation où on a besoin de se faire un peu plus confiance pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Et pour ça, il faut que chacun apporte quand même un peu de concession. Les arguments que vous avez déposés là, ils auraient été très intéressants à la conférence sur la rémunération. L'avons déjà fait. Non, je vais dire, non, puisque c'était en direct. Moi, je sais que... Je veux dire que c'est un écrit qui a été adressé au Premier ministre. Sommet. Non, je vous en prie. Les travaux étaient en direct. Je précise. Oui. C'est bien. Non, mais bon, écoutez, si vous voulez, on va revenir dessus. De toutes les manières, il y a encore le temps. Il peut toujours se mettre autour de la table parce que la situation est assez grave. Avec, suffisamment grave. La question de l'artisanat dont il parle, je sais qu'il gère forcément des problèmes de site chez lui. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ce secteur d'orpaillage, donc qualifié de sauvage, fait vivre 2 millions de personnes environ. Donc en termes, pour le politique, c'est ce secteur qui est très important. Mais qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a créé une agence nationale d'encadrement de ce secteur. On lui a donné les moyens pour encadrer ce secteur et faire en sorte que ce soit des petites et moyennes entreprises ou des micros, ou en tout cas des artisans encadrés. Entre les efforts que nous faisons et les résultats que vous ne percevez pas, si on met une bonne dose d'honnêteté intellectuelle, en principe, on devrait pouvoir se mettre sur une table du dialogue social et parvenir à des accords acceptables. Ne nous faites pas signer des accords. Ne nous mettez pas le couteau à la gorge pour nous arracher. Là, il y a un problème. D'accord. Oui. Non, parce que non. Vous savez, responsable, je dois signer des accords sans savoir comment. Voilà, sinon c'est de l'amateurisme. Et c'est pour ça que je vous en prie, permettez-moi de. En fait, la question de... Pardon, j'ai dit, nous avons dit que nous sommes prêts pour le dialogue. Et nous sommes toujours prêts. Mais ce qui se passe actuellement, ce n'est pas de la faute des syndicats. Je vous ai dit, j'ai montré un document des gens qui ont signé pour dire, voilà comment nous on voit les choses. C'est eux après qui sont partis à la place des autres. Mais c'est qu'on ne dit pas suffisamment. Quand vous dites 5 centrales syndicales, les 5 centrales syndicales, est-ce que vous avez vérifié combien de syndicats ils ont dans la fonction publique?
Laquelle des centrales syndicales a un syndicat aujourd'hui qui est en grève? Vous voulez résoudre par le dialogue, et ceux qui sont en grève, vous les laissez, vous prenez ceux qui n'ont rien à voir avec le problème pour discuter. Le gouvernement n'a pas laissé je vous en prie. Non, laissez-moi terminer, vous comprendrez de quoi je parle. Nous avons écrit au gouvernement, nous attendions une réponse. Ce que nous n'avons pas reçu. Et ce qui est grave, c'est qu'on a résumé ça à la CITB. C'est plus de 40 syndicats de la fonction publique qui se sont retirés et qui ont écrit au gouvernement aussi pour dire ils ne vont pas venir. Mais il y a eu aussi un certain nombre de syndicats de la fonction. Oui, on ne va pas faire la polémique. Des exemples pratiques. Les syndicats les plus représentatifs là. Non, moi je rentre pas. Moi je rentre pas dans les plus représentatifs. Non. Excusez-moi, parce que c'est important. Je ne rentre pas dans les plus représentatifs. C'est important. Toutes les structures syndicales sont utiles, même dans l'éducation. Oui. Ne dites pas il y a tel qui est plus représentatif. Le problème, c'est que le dialogue social repose sur des principes. L'un des principes cardinaux, selon l'OIT, c'est la représentativité. Vous savez ce qu'on met dedans? Que la majorité des acteurs se reconnaissent dans ce qui négocient. Maintenant, dans l'éducation, vous parliez de plus représentative. Vous parlez de quelle structure syndicale qui était plus représentative? Je ne sais pas lesquels étaient à votre conférence nationale. Mais donc vous ne pouvez pas, en ce moment, je sais que si vous ne savez pas, je vais vous donner des noms qui ne sont pas partis. Si vous ne savez pas, ce que vous dites ne tient pas. Voilà, je suis désolé. Mais je pense qu'il ne faut pas revenir sur ça. Il faut qu'on avance. Je vais revenir dessus. D'accord, une dernière fois. Oui, c'est pas important. Le signataire n'était pas là-bas. La F-Sinter n'était pas là-bas. En toute objectivité, si vous faites le point là. Quel point? Non, c'est pas mon travail de faire le point. Vous avez non, mais ces deux structures syndicales ont combien? Ces deux structures, Diallo, quand vous avez dit quelque chose, il faut nous écouter. Vous avez donné deux. Donnez-moi le nombre d'agents du MENA qui sont dans ces deux structures syndicales et le nombre d'agents qu'on a dans les autres. Parce qu'au MENA, nous avons 24 structures syndicales. Là, je vous dirai effectivement, parce que ce que vous dites, c'est dans le vide. Vous me donnez deux noms. Mais donnez-moi le nombre, donnez-moi les effectifs. Donnez-moi les effectifs, j'attends. Je ne vais pas m'aventurer là-bas parce qu'ils ont l'air syndicats. Ça, ce sont des syndicats professionnels, syndicats autonomes. Je ne suis pas là-bas, je ne vais pas m'aventurer dans les chiffres à ce niveau-là. Voilà. Mais tout le monde sait que quand on parle des syndicats de base, de l'éducation de base, il y a le signataire et la F-Sinter. Je dis, pour terminer sur le point là. On va passer à autre chose. On va parler de la sécurité. C'est clair, on l'a dit, on l'a seulement dit dans nos éléments tout à l'heure. De toutes les manières, le gouvernement sera obligé de discuter avec la CGTB si on veut parler non, ça, on a même dit, ça c'est clair, il n'y a pas de difficulté. Donc Moussa Diallo, soyez rassurés. Voilà, c'est une recommandation. Vous avez donné les raisons, voilà les raisons, les aspects qui doivent amener le gouvernement ce soir à faire attention. Parce que si vous prenez des décisions, ce soir ça peut être un début de revenir discuter avec ceux qui n'étaient pas là. Reconnaissez qu'en termes d'efficacité, on perd. Oui, nous ne revenons pas discuter avec des gens. Nous avançons et nous discutons avec tout le monde. Je pense que ce qui se passe ce soir peut être peut-être la base d'un dialogue social un peu plus approfondi, et plus sérieux, parce que la situation est urgente. Mais justement, pour un bon dialogue social, il faut que les structures syndicales respectent les autres. Parce que ce genre de propos-là est dangereux. Venir donner des noms de 2 structures syndicales sur 24 et puis dire que tout le monde sait que c'est les plus représentatifs, moi je trouve que c'est manquer de respect aux autres structures syndicales avec lesquelles vous travaillez. Ça va se régler. On va avancer dans le débat. On va avancer dans le débat. On va terminer avec le problème de sécurité. Et avant d'en parler, nous allons suivre un autre élément, notamment au niveau des examens scolaires. Le professeur Ouaro est là, il est concerné directement. Ou dans la province du Soum, il n'a pas pu avoir d'examen pour le moment à cause du problème d'insécurité. C'est un cas très très important. Nous suivons l'élément et nous revenons pour terminer. Les classes du lycée départemental de Pobé-Mengao hermétiquement fermées. Aucune présence de candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC ou du baccalauréat dans la cour du lycée. Pourtant, nous sommes dans la dernière semaine d'avant le début des examens scolaires. Où sont-ils donc passés ces candidats censés être en pleine séance de révision? Avec l'aide du proviseur du lycée, nous décidons d'aller à leur recherche à travers la ville. Et pas besoin d'aller loin pour repérer le premier d'entre eux, Aruna Koura. Il est en plein travaux de construction de la clôture de sa maison. Bon, comme la situation là est ennuyante, nous aussi on s'est découragés.
Oui, ça décourage. Depuis, je pense que c'est avril, on a cessé les cours là. Et tous les professeurs sont partis. Les redoublants qui devraient nous aider aussi, eux aussi sont partis. Donc c'est ma première année comme ça. Alors qu'on n'a pas fait assez de cours. Donc je vois que c'est mieux de construire, de m'occuper des travaux domestiques que d'aller perdre mon temps au lycée là. Également que de 13 candidats au début de l'année, ils ne sont plus que 5 à se trouver dans la ville de Pobé-Mengao. Et voici 2 d'entre eux que nous avons la chance de rencontrer quelques minutes plus tard. 2 candidats au baccalauréat, ils sont devenus apprentis couturiers. Dans tous les 5 là, nous faisons notre première année. Donc il n'y a même pas quelqu'un qui se débrouille bien entre nous pour qu'on puisse s'exercer. Donc nous on a décidé de venir aider le patron et notre frère ici à faire la couture. Peut-être que ça nous arrangerait de plus que l'école. Et surtout pour nous là même ça va mieux. C'est de la 3e là, vraiment pour eux là on parle même pas. Oui, pourquoi? Là-bas là ils n'ont même pas fait, IPS là ils n'ont pas fait. Les épreuves sportives là, ils n'ont pas fait ça. Et puis on ne parle pas d'eux. Ils n'ont même pas aucune nouvelle. Pobé-Mengao est l'une des 3 localités de la province du Soum à abriter un lycée. Arbinda, l'autre ville de la province à avoir un lycée étant inaccessible eu égard aux conditions sécuritaires, ce sont les élèves des 2 lycées publics de Guibo, le chef-lieu de la province, qui ont reçu notre visite. Ici aussi, la situation n'est pas réluisante. Ce sont des élèves en classe d'examen au moral très bas que nous avons pu rencontrer. Vous-même, vous avez vu, il n'y a même pas d'élèves. Les gens même sont découragés, il n'y a rien même. À la maison, quand tu es à la maison, tu dis tu vas venir à l'école. On te dit, tu ne sais même pas s'il y aura examen et puis tu viens pour bosser. Tu dis toi aussi, en tout cas, il faut que tu y crois jusqu'au bout. Tu vas aller. Mais on te dit depuis avril, pendant que les gens sont en train de faire cours, vous êtes là. Vous traînez, il n'y a pas de professeur. Et on vient seulement parce qu'on est optimiste, on se dit que ça va aller. Avec le peu qu'on a eu là, si ça vient en tout cas. Et qu'à Djibo ici, on peut faire plus de 2 mois sans faire le cours. Et malgré ça, on passe composer. À vrai dire, on ne peut pas imaginer ça. Si on nous disait ça, on n'allait pas accepter. On sent que ça concerne uniquement nous les élèves, même les professeurs là. Par exemple, il y en a qui ne sont plus là. On sent qu'ils ne sont pas concernés par ce qui nous arrive. Les professeurs, certains sont partis. Il y en a qui sont là, chacun est chez lui ou bien en train de monter un grain. Des laissés pour compte. Voici ce que ces élèves de la province du Soum pensent de leur situation. Les plus optimistes n'hésitent pas alors à se débrouiller entre eux comme ces 3 candidates au PEPC. Il y a des fois on traite, on ne trouve même pas, mais on ne sait même pas comment faire pour savoir que tu as trouvé ou pas. C'est très difficile, voilà. Qu'est-ce que vous préconisez? C'est qu'on demande maintenant. On n'a pas le choix, qu'on compose l'examen seulement. Et que Dieu nous aide seulement. Sinon, on ne sait plus quoi faire au juste là. À Guiboville, localité encore la plus sud de la province du Soum, les cours se sont arrêtés à la mi-avril suite à l'enlèvement de l'enseignant Issoufou Souabou à Bouro, localité située à une 40aine de kilomètres de Guibo et libérée le 11 juin dernier. On nous a rien dit. Chaque matin, allez-y, lundi, mardi, c'est comme ça, on a suivi ce cas, mais aussi est parti. Souvent, est-ce que la zone, c'est une zone totalement oubliée? Vous voyez la situation, est-ce qu'il y a une situation sans solution? Depuis là, on ne sent rien. On ne parle pas de nous. Depuis qu'on dit qu'il n'y a pas de cours à Djibo, on n'a même pas entendu quelqu'un qui a dit non, ça va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Nous-mêmes, on ne sait même pas. On n'a rien entendu. Donc, on s'est dit qu'on n'est pas on ne fait même pas partie du Burkina. Quand c'est comme ça, on ne sait pas.
Pourtant, soucieux de la situation, le gouvernement a décidé d'organiser un examen spécial du CEP et du BEPC pour les candidats de la province, précédé d'un regroupement de 45 jours de l'ensemble des candidats pour des cours intensifs. Le début du regroupement annoncé pour le 11 juin dernier n'a pu être effectif. Les premiers responsables de l'éducation de la province que nous avons pu contacter se sont abstenus de s'exprimer parce que n'ayant aucune note officielle du ministère de tutelle. Mais la rumeur, elle, s'est amplifiée dans la ville, laissant libre cours à toutes les interprétations au sein des acteurs. Est-ce qu'eux ils peuvent savoir là où d'autres classes sont limitées pour pouvoir faire avancer? Non, on va s'asseoir, attendre, eux ils vont venir nous rejoindre avant qu'on continue. Je pense que c'est mieux qu'on compose ensemble avec les autres, c'est mieux. Le cantonnement devrait être fait pour ceux qui sont aux alentours là. Sinon les écoles de la ville, je crois que ces écoles-là pouvaient composer quand même les 19 là. C'est mon point de vue. De tout notre séjour à Dibos, la présence des forces de sécurité sur les sites de regroupement présageait de la tenue effective de ce cantonnement. Au regard des éventuelles difficultés qui risquent de surgir avec les premiers acteurs, diligence, c'est ce qui est attendu du gouvernement et de ses partenaires, car ici dans le Soum, l'initiative du cantonnement est de plus en plus perçue comme du tâtonnement par les acteurs. Voilà, c'est un reportage signé Rémi Lambert-Nidier qui a passé plusieurs jours dans la province du Soum à quelques semaines des examens scolaires pour voir ce qui se passait sur le terrain là-bas. Professeur Stanislas Ouaro, Dieu fait bien les choses, vous êtes sur le plateau, vous êtes directement interpellé. Vous avez entendu la conclusion de notre journaliste qui disait qu'on a l'impression dans le Soum que le cantonnement ressemble à du tâtonnement. Bon, vous savez, effectivement, je regrette la situation qui prévaut, mais qui est une situation qu'il faut gérer, qui n'a pas été voulue par le gouvernement. Vous avez entendu qu'un enseignant a été enlevé, et c'est après son enlèvement que les enseignants du Soum ont décidé d'arrêter et ont exigé du gouvernement qu'on assure leur sécurité. Ce qui est tout à fait légitime. Et tant que la sécurité n'est pas rétablie, et le gouvernement, que je considère responsable, ne peut pas se permettre d'aller organiser des examens. Pour la question de l'EPS, c'est la même chose. Les enseignants de l'EPS ont demandé des dispositions sécuritaires suffisantes et garanties afin de pouvoir le faire. Et il n'y a pas que la province du Soum, comme c'est dit, je trouve que c'est assez exagéré. Je comprends la préoccupation. Je comprends la préoccupation et il y a des aspects sur lesquels on ne peut pas aller trop loin. Parce que ce qui a prévalu à cette situation, c'est la question sécuritaire. Donc je ne vais pas m'asseoir ici et puis dévoiler la stratégie que le gouvernement déploie pour permettre à ses élèves de prendre part aux examens. Et ça ne concerne pas que la province du Soum. Et il y a des élèves dans le nord, de Solé, de Ban et de Caen qui sont concernés aussi par ces examens spéciaux-là. Qui sont concernés, j'arrive, je vais terminer. Quand des élèves disent que c'était mieux de faire tel ou tel examen, au niveau de la région du Nord, il y a 78 élèves qui avaient décidé de faire l'examen. On leur a dit, il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire l'examen du 18, vous signez un engagement parce que vous ne ferez pas 2 examens. Nous nous sommes engagés à vous assurer une formation sur 2 mois pour la province pour la région du Nord et sur 1 mois et demi pour le Soum, parce que les choses se sont véritablement dégradées à partir de mi-avril, afin de leur permettre de prendre part aux examens du CP, du BPC, et pour quelques candidats du baccalauréat aussi. Ils ont dit qu'ils sont prêts à composer. On leur a dit, il n'y a pas de problème, vous composez, vous signez des engagements, et puis à partir de ce moment-là, au regard de la situation, on ne peut pas revenir pour les examens spéciaux. Quand on leur a demandé de le faire, là, ils ont tous décidé d'aller au cantonnement et de prendre part aux examens spéciaux. Donc c'est pour vous dire, c'est une situation difficile, mais que nous gérons. Il n'y a pas que le gouvernement. Il y a les enseignants qui doivent faire les cours, qui ont besoin aussi de sécurité pour pouvoir faire les cours. Mais tout ça dépend du gouvernement. Hein. Non, tout ça, c'est... Oui, le gouvernement... C'est la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité. Il n'y a aucun problème. Et des enseignants et des élèves et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et les examens se feront en début septembre. Alors. Et je souhaite qu'on n'aille pas trop loin, parce que c'est la situation sécuritaire qui a amené à cela. Ne nous demandez pas de vous dire comment ça va se passer, où ça va se faire, etc. Professeur Ouaro, on ne va pas vous demander des détails, mais nous venons de suivre un élément. Nous avons vu des élèves
qui sont complètement désemparés, désorientés. Ils ont besoin... Ces élèves ont été rassurés. Ces élèves ont été rassurés. Ils ont besoin d'être rassurés. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, quand est-ce que dans le Nord, les examens vont avoir lieu? Ces élèves ont été rassurés. Il y a eu une marche à Djibo de 400 élèves environ. Ils ont été reçus par le haut-commissaire le 19. Tout à fait. Donc le lendemain du BEPC. On en a parlé. Oui, ils ont été rassurés. Il y avait un problème de communication. Mais qui est normal aussi. On ne peut pas donner toutes les informations comme ça. Je suis désolé. Je ne vais pas vous dire quand est-ce exactement le cantonnement va commencer, mais le cantonnement est en cours. Quand est-ce que les élèves seront sur les sites, je ne vous le dirai pas. Ça, je ne le dirai pas. Mais c'est en cours. Tout à fait. Dans le Nord aussi, c'est en cours. Et le travail est en train de se faire, mais je suis désolé, je ne le dirai pas. On vous demande de faire confiance au gouvernement. Ils prendront part aux examens et ils prendront part à la rentrée prochaine. Mais le jour exact du début du cantonnement et autres, je ne le dirai pas, mais le travail est en cours. Et puis pour le cantonnement, ce que je peux vous dire, mais le cantonnement ne veut pas dire les gens attendent de voir le jour où il y a des élèves à tel endroit. Mais avant qu'il y ait des élèves, il y a un certain nombre de choses qui se font. Tout à fait. Voilà. On vous comprend, pour des raisons sécuritaires, on ne vous demandera pas de donner des détails. De toutes les manières, à la fin... Le reportage a montré effectivement qu'il y a un dispositif qui avait commencé. Oui, bien, mais avec un peu de retard quand même par rapport mais ça, aux dates. Voilà, donc ça aussi, il faut dire, voilà. C'est tout à fait normal. C'est l'information qu'il faut dire aussi. C'est tout à fait normal. La question sécuritaire là, à la situation ponctuelle des élèves. Oui, non, pas forcément la situation ponctuelle. Je voudrais revenir dessus. C'est qu'à Koulibaly, quand on entend, et ça c'est symptomatique de la situation sécuritaire dans le Nord, quand on entend la jeune fille dire, on se demande si nous aussi on fait partie du Burkina, ça soulève une question fondamentale. Est-ce qu'aujourd'hui dans le Nord, les populations ont le sentiment que l'insécurité préoccupe l'État burkinabé? Ça c'est une question. Moi je suis désolé d'avoir encore à parler de ce domaine de la sécurité, étant donné sa complexité. Autant on est au regret d'avoir une situation pareille, autant il est assez difficile d'en parler sans aggraver la situation. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, qu'est-ce qu'il faut dire. C'est ça la difficulté de ce secteur-là. Bon, personnellement, j'avais été de ceux qui pensaient que la solution à la sécurité devait être une solution différente du tout militaire. Parce que, à mon avis, il va être difficile de résorber cette affaire uniquement par la voie militaire. Donc, on avait on avait interpellé le gouvernement sur la nécessité d'avoir également, parallèlement, des mesures de résorption du déficit social, tendant donc à éviter que la jeune fille ne dise ce qu'elle a dit. Est-ce qu'ils font partie encore du Burkina Faso? C'est-à-dire les emballer dans les programmes courants du gouvernement, dans les autres secteurs, éducation, santé, eau potable, pour que la population au moins soit différenciée de ceux qui perpétuent les actes de terrorisme. À l'heure actuelle, nous n'avons pas le point de ce qui se fait exactement sur le plan sécuritaire. Comme vous l'avez vu, les autorités ne veulent pas tellement en parler. Avec raison. Bon, le seul point sur lequel je voudrais manifester un peu de satisfaction, c'est la publication récente de la liste des personnes qui seraient, il faut toujours prendre les pincettes, qui seraient recherchées dans ce cadre-là. Ça, c'est un travail extrêmement important, parce que la publication de la liste, peut-être même que le gouvernement ne sait pas l'impact réel, ça désactive énormément de réseaux dans ces domaines-là. Parce que les personnes, une fois qu'elles sont identifiées comme ça, ont du mal à circuler, sont obligées de rester cantonnées. Bon, on est obligé d'utiliser le même terme. Donc ça, c'est assez important. Bon, peut-être qu'on ne sait pas si c'est un travail récent ou qui a pris du temps, mais bon,
Voilà, c'est vrai que la question sécuritaire est vraiment délicate. Oui, c'est assez délicat. Tout le monde ici. Et il faut... Sur la question de est-ce qu'ils sont abandonnés ou pas, je pense quand même qu'il y a des éléments quand même qu'il faut relever et qui sont importants. Le gouvernement, au regard de la situation qui prévaut dans le Sahel, a mis en place un programme d'urgence pour le Sahel de plus de 455 milliards de francs CFA qui est en cours. Mais à ce niveau aussi, il y a des difficultés par endroit de mise en œuvre. Lorsque nous avons fait la revue, on a décidé donc d'un certain nombre de dispositions que je ne vais pas détailler pour permettre, parce qu'il y a des endroits où il y a des entrepreneurs qui ont du mal à aller réaliser des infrastructures. Pour des problèmes de sécurité. Sécurité et tout, donc il y a du travail qui se fait. Donc c'est vraiment rassurer qu'ils ne sont pas abandonnés. Voilà. Là-dessus, on va finir parce que le temps est en train de... qui est assez important. Je n'ai pas compris depuis que les questions de sécurité se sont posées avec acuité au gouvernement. Je n'ai pas compris pourquoi on n'a pas pris de dispositions, on n'a pas mis en œuvre les dispositions juridiques que prévoit notre Constitution. Notamment, justement, si on estime qu'il y a un état d'urgence, qu'on le déclare. Ça peut permettre, ça peut faciliter la mise en application de ce programme d'urgence pour le Sahel. Alors, si justement, en fait, comment dire, les attaques ou autres sont telles sortes, mais si on déclare l'état d'urgence sur cette zone, à cause des raisons indiquées et autres, justement, mais en ce moment, ça donne juridiquement les moyens, que ce soit en fait pour sécuriser. Il y a des palais de justice qui se ferment aujourd'hui. L'autorité de l'État est où? L'école, justement, fait tel que ça se retrouve. Bon. Mais on ne met pas, on n'utilise pas les instruments juridiques que notre Constitution. La présence de l'État. De discuter ça dans la place. Voilà. Oui. Non, mais comme ça, ce sont des... L'état d'urgence suppose le déploiement massif des forces. Non. Et ça, on va venir encore à la question de qu'est-ce que les militaires disent, qu'est-ce qui... Bon, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est une question un peu délicate. On va pas... À noter que la lutte contre le terrorisme est un problème mondial et que ça crée des difficultés, même dans les nations les plus développées, que ce soit les États-Unis, la France, malgré les moyens énormes dont ils disposent. Il y a toujours des attentats dans ces pays-là. Il ne faut donc pas jeter la pierre. Mais en tant que journaliste, nous avons le devoir aussi d'attirer l'attention des autorités pour que les choses puissent avancer quand on a l'impression que ça n'avance pas. Nous allons terminer, pratiquement, à moins que vous ayez un dernier mot à dire, nous allons terminer parce qu'il est 23 heures. Parce que moi je suis un élu de la région et je pense que le reportage aurait pu... constater effectivement les initiatives prises par le ministère de l'Éducation nationale. Il s'agit de ça aussi. C'est depuis que la situation... non, le cabinet. Bon, si l'autorité déconcentrée ne peut pas, il y a l'autorité centrale qui est tout à fait légitime pour apporter les réponses et les conduites. Deuxièmement, j'estime aussi que le reportage aurait pu donner les causes de la situation. Parce que le reportage regardé comme ça, c'est comme une décision délibérée de la centrale. Non, le reportage a été... Non, le reportage a été très clair là-dessus. On est parti dans la province du Soum pour voir comment les examens de fin d'année se préparaient. Je pense que la situation est connue de tous les Burkinabés. Oui, mais il y a des problèmes de sécurité. Et comment ça s'est... Parce qu'il y avait des promesses qu'il y allait avoir des cantonnements et que les examens allaient se faire. Oui. La date de cantonnement approchant, ne voyant rien revenir. Oui, je vous comprends. Pour des rares fois, on a donné la parole à des personnes qu'on n'entend pratiquement plus. Vous avez vu la jeune donc, fille je pense que ça aussi, il faut reconnaître que c'était un effort fait par... Non, c'est un sujet sur lequel il faut rester général, mais il faut rester aussi ferme sur les options. Tout à fait. D'abord, la situation ne concerne pas que le Sahel. Oui. Donc, le sentiment de dire qu'on est abandonné... Oui, mais c'est pire là-bas. C'est pire là-bas. Non, et on n'a pas... Oui, vous ici... Vous rebondissez toujours... Non, attendez, parce que c'est un reportage qui était très important. Ici, à Ouagadougou, on a la possibilité de donner la parole aux ministres, aux députés à tout moment. Dans le Sahel, ils ont pratiquement l'impression qu'on ne les entend pas. Parce qu'on a toujours les paroles des officiels. Pour une fois, on a essayé de donner la parole à des gens qui vivent la réalité de la situation sur le terrain. Je pense que c'est quand même une action juste pour dire qu'il faut faire attention au traitement de ces informations. Dori, c'est la capitale de la région. Voilà, le reportage. Elle donne son ressenti. Non, elle donne son ressenti. Mais vous voyez, l'élève n'a pas reçu. Vous voyez, l'élève n'a pas reçu, par exemple, la correspondance du ministère de l'Éducation nationale disant que pour la province du Soum, là, ça sera des examens spéciaux. Ça a été fait, ils ont reçu. Mais vous avez parlé de communication. Oui, donc voilà, après, voilà. Il faut féliciter le gouvernement d'avoir prévu des solutions des journalistes. S'il n'y a pas eu de communication, on parle de relais. Voilà. Mais en fait, c'est la sensibilité de la question qui fait que
Mais je pense que notre équipe de rédaction l'a traité parce que au départ, on pense que la question a été traitée légèrement, on l'a traité de façon professionnelle. On allait sur le terrain, on a essayé de toucher tous les acteurs concernés, les enseignants, les responsables administratifs des écoles, les élèves eux-mêmes, on a touché tout le monde. Je pense que ça a été traité de manière très professionnelle. Et voilà, s'il y a peut-être quelque chose à corriger, c'est au niveau de l'action gouvernementale. Je pense que ça pourra toujours le gouvernement. Ils ont été OK. Oui, parce qu'il y a un problème de communication apparemment. Voilà. C'est le gouvernement qui a les problèmes. Il faut le préciser. Ce n'est pas la faute des journalistes cette fois-ci. Il n'y a pas un problème de communication. Je voudrais donner mon sentiment global de ce que nous avons mené comme débat. Nous sommes en train de finir en même temps, je précise. Oui, oui. On ne peut pas. Voilà, il est déjà 23 heures, il faut qu'on vous libère. Mon sentiment général, c'est-à-dire ce que moi j'attendais de ce gouvernement. C'était des choses, je ne demandais pas la mer à boire, hein, c'était juste régler les questions de l'impunité. Régler les questions de l'impunité, notamment les crimes économiques des sang. On n'a pas parlé de justice. Lutter efficacement contre la corruption, ça c'était à la portée du gouvernement, mais là aussi le bilan n'est pas du tout reluisant. C'est ça un travail. Ce que je voulais juste attirer comme attention, c'est de dire, quand il dit ce qu'il attendait du gouvernement, mais le mandat du chef de l'État c'est jusqu'en 2020, donc il faut dire ce que vous souhaitez, ce que vous attendez du gouvernement. Ce que j'attendais, c'est comme si le gouvernement a fini son travail. Nous sommes dans l'action, nous allons continuer. Le chef d'État a dit qu'il faut attendre 2020 pour le juger. Non, oui, mais ça c'est maintenant, je vais dire que le bilan qui est fait par rapport au bilan actuel, oui, il aurait pu nous dire combien de crimes économiques. Non, il a eu une heure. Il n'a pas eu le temps d'en parler justement parce que sinon c'est des questions qu'on aurait pouvoir aborder. Mais nous on pourra continuer le débat dans plusieurs émissions, voilà, ensemble avec d'autres acteurs. Il faut dire aussi qu'en 2 ans et demi, on ne peut pas demander aussi certain nombre de choses. Les populations sont pressées, mais 2 ans et demi, c'est pas quand même. Mais à mon ami Diallo, ce que je voudrais lui dire, c'est on n'a pas parlé de délestage. On doit vraiment travailler. On va finir. Voilà, il y a tellement de choses. Quelle que soit la situation. Voilà. On n'a pas parlé d'énergie avec la situation du délestage. 81. Le chef de l'État a parlé. Voilà. De décentralisation. Voilà, vous savez. Voilà. Et puis de la liberté d'expression et tout autour. Oui, on parlait de ça. Ces aspects positifs. Non, la expression, c'est des aspects positifs. Mais il ne faut pas balayer ça. C'est quelque chose d'important. Dans un passé récent, ce n'était pas évident. Voilà. D'accord. Voilà, on va terminer. Je pense que. On peut parler de sitting et tout. Voilà. Voilà, je pense qu'au vu de la. Ce qui est à corriger, on avancera. Je pense qu'au vu de la bonne ambiance qu'il y a sur ce plateau entre les organisations syndicales et le gouvernement, ça peut être la base voilà. On va continuer. D'un véritable dialogue social. Et je pense que nous pensons tous aussi que c'est important. Cela va de la survie même de la nation parce que tout est presque bloqué. Je pense que ce soit la CGTB, les autres organisations syndicales, que ce soit le gouvernement, les organisations de la société civile, à un moment donné, quand l'intérêt supérieur de la nation est en jeu, il faut essayer d'avancer. C'est ça ce qui fait les grandes nations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent qu'il faut faire un pas. Et nous espérons que dans les prochains jours, dans les prochains mois, que ce soit au niveau du ministère de l'économie et des finances, du ministère de l'enseignement, les choses vont considérablement avancer pour que, voilà, pour le développement du Burkina Faso. Alors, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. Vous êtes là depuis 19h30. Oui. Merci à vous parce que c'était pas évident. Il est presque 23h. C'est un honneur pour nous merci pour votre patience. C'est vraiment gentil. On espère que vous allez accepter de revenir encore parce que les sujets sont importants. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. Voilà, c'est important qu'on ait des débats animés, mais pas qu'il y ait de l'animosité, parce que ici à BF1, nous faisons des débats toujours constructifs. C'est important, avec un ton mesuré pour essayer d'apporter quelque chose de plus au débat national. Mesdames et messieurs, merci à vous également d'avoir été patients jusqu'à 23h15 pratiquement, d'avoir suivi ce débat. Nous espérons que vous avez pu en tirer quelque chose. Nous continuerons le débat en d'autres occasions. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Merci.